Et moi, ça m'impressionne toujours de voir aussi ces types qui parfois sont basés en Sibérie et pour venir jouer à Moscou, c'est déjà 3 jours de train pour eux, t'imagines, et qui vont quand même faire des tournées, tu vois, qui se font des nuits dans le train pour faire une date, puis après le lendemain ils se repassent une nuit de train, tu vois. Enfin, On a la passion, ils sont passionnés. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Depuis Moscou jusqu'au lac Baïkal, en passant par Tachkent, Grégoire nous embarque aujourd'hui dans un voyage au cœur d'une Russie aux 1000 visages. On y découvre un pays fait de contrastes, loin des clichés et un quotidien souvent déroutant, parfois dur, mais toujours fascinant. Grégoire déconstruit les idées reçues, partage son amour pour la culture russe, son immersion à travers la langue et son envie constante d'explorer toujours plus à l'Est. Vous le savez ou vous vous en doutez peut-être, cet épisode a été enregistré en 2021, bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il s'agit de la dernière rediffusion de l'été. La semaine prochaine, on se retrouve pour le début de la saison 7. En tout cas, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti. Salut Grégoire, bienvenue dans French Expat, le podcast. Tu es notre tout premier invité de Russie. Je suis trop contente. Comment ça va ? Salut Anne-Fleur, très bien. Et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Je t'ai contacté suite au conseil d'un copain à toi qui s'appelle Alex, qui a été invité sur le podcast il y a quelques semaines. Alex qui est le créateur de Pèlerinage américain. Alors je suis super contente de pouvoir m'entretenir avec toi. C'est une destination, tu nous parles d'une destination qu'on n'a jamais abordée dans le podcast et que j'ai vraiment envie de découvrir, de Russie. Est-ce que tu pourrais... avant de nous parler de tout ça, nous dire un petit peu qui t'es. Alors en quelques mots, donc je m'appelle Grégoire, je suis originaire donc de la région parisienne où j'ai grandi et j'ai vécu et aujourd'hui donc j'habite à Moscou depuis maintenant 6-7 ans. Voilà, et je suis parti entre guillemets à l'est depuis déjà 8-9 ans. Voilà. Et pour l'instant, j'apprécie toujours autant la vie en Russie, donc tout se passe bien. Cool, très bien. Ouais, on va revenir là-dessus parce qu'effectivement, tu es parti depuis un petit moment, pas tout de suite en Russie d'ailleurs, si j'ai bien tout suivi. Est-ce que du coup, c'est ta première expérience de partir à l'Est en expatriation ou est-ce que, je sais pas, pendant des études, tu avais eu l'occasion de partir déjà ? Alors en fait, la première fois que je suis parti à l'Est, c'était lors d'un échange étudiant assez classique. C'était à Moscou, c'était il y a 10 ans déjà. Il y a 10 ans et tout de suite j'avais vraiment adoré. Je pense qu'il y a peu de personnes qui n'aiment pas leur Erasmus. Mais moi j'avais vraiment un coup de cœur pour Moscou et surtout la Russie, toutes les possibilités de voyage, d'aventure, de rencontres. Voilà, c'est un grand pays, il y a plein de choses à faire. Et donc quand j'ai terminé mes études, je me suis dit ok, il faut trouver un boulot là-bas, il faut y retourner. Ça a été un peu compliqué. Et c'est pour ça que dans un premier temps, je suis allé travailler en Ukraine, qui est un pays aussi super, qui ressemble pas mal à la Russie sur certains aspects. Bon, je pense que mes copains ukrainiens, s'ils entendaient ça, ils me tueraient. Mais non, ça reste un peu le même environnement, la même culture. Et voilà, donc j'étais à Kiev pendant 1 an et demi. Comment est-ce que initialement justement tu t'es retrouvé en Russie ? Donc j'ai compris que tu es venu en échange étudiant, mais qu'est-ce qui t'a attiré en fait vers la Russie ? Comment est-ce que tu as choisi cette destination ? Est-ce que ça a été une opportunité ou des affinités avant même de partir ? Alors j'ai pas, c'est vraiment plus de la curiosité, un certain peut-être une envie d'aller découvrir ce pays qui pour beaucoup reste un peu mystérieux, pas mal de paradoxes, de clichés, etc. Et je me suis dit bon, partir 6 mois en échange, j'avais pas envie d'aller au bord de la plage pendant 6 mois. J'avais envie de découvrir quelque chose qu'on peut pas découvrir juste en une semaine en tant que touriste. Et je pense que la Russie c'est un pays qui est difficile à cerner et qu'il faut du temps pour comprendre ou en tout cas pour apprécier. Donc voilà, c'était plus un peu cette envie d'aller hors des sentiers battus.
Très bien. Donc, du coup, te voilà qui débarque en Russie. Donc, les 6 premiers mois de ton expatriation, enfin de ton expérience à l'Est, comme tu le dis. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu justement comment est-ce que tu t'étais préparé à tout ça et peut-être à quoi tu t'attendais? Comme tu le dis, c'est un pays qui est difficile à cerner et pour lequel, en tant qu'Européen, en tout cas, on a peut-être beaucoup de clichés sans pour autant vraiment bien le connaître. Donc, tu t'attendais à quoi et puis comment s'est passée justement cette arrivée et cette confrontation à la réalité? Alors, je m'attendais à quoi? Je m'attendais déjà au froid. Quand on pense à la Russie, on pense au froid. C'est vrai Ouais. que en hiver, on a pas mal de neige. Il faut avoir un gros manteau, des bonnes chaussures. Mais je pense que c'est, même pas. Je pense, c'est un hiver assez comparable à ce qu'on peut trouver à Montréal, par exemple, ou au Canada. Voilà, donc c'est quand même sympa. Il peut y avoir de la neige, il peut faire froid, mais on peut avoir une super météo et il y a plein de manières de profiter de ça. C'est quoi la température minimale à Moscou? La température minimale, en fait, ça varie vachement des années, entre les années, mais là, en ce moment, ça va être dans les -10 qui fait, quoi. -10, c'est la Ah norme. ouais, d'accord, ouais, je m'attendais à beaucoup bien pire. Non, Ok, -10, d'accord. c'est la norme, on va dire, mais il peut faire 0 l'année dernière, il faisait plutôt 0. Il y avait pas de neige à Noël l'année dernière, par exemple. Donc, Ah wow, ok. ouais. Et ça, c'est à Moscou, parce que dans le sud de la Russie, on fait pousser de la lavande, il fait plutôt bon. Donc, Ça, c'est dingue, la diversité des climats et des régions que vous avez. Enfin, c'est tellement grand. Avant qu'on appuie sur enregistrer, tu me disais qu'il y avait 12 fuseaux horaires. ouais, c'est ça, 11 ou 12, chaque fois j'oublie, ouais. Incroyable. C'est ça, ouais. Et Incroyable. puis ça va du cercle arctique jusqu'au bord de la mer Noire, le Caucase, et donc là, sur le bord de la mer Noire, vers Sochi, et là, en ce moment, il fait 15 degrés, les gens sont en terrasse, quoi. Ouais, c'est le sud de la France, quoi. Exactement. Donc voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la Russie, parce qu'on reste dans le même pays, surtout en ce moment où c'est difficile de voyager, on peut voyager dans le pays, mais aller dans des endroits qui sont très différents, en tout cas géographiquement, d'un point de vue climatique, mais aussi culturellement. Excellent. Effectivement, ça laisse assez rêveur. Du coup, tu vas faire cet échange donc en tant qu'étudiant. C'est pas un stage la toute première fois. Non, c'est ça, c'est un échange, et je m'étais préparé donc comment, donc en achetant des bons vêtements d'hiver, mais aussi en apprenant un peu le russe, parce que en Russie, les gens ne parlent pas beaucoup anglais, de plus en plus maintenant, et dans les grandes villes un peu, mais si on veut vraiment aller à la rencontre des gens, discuter avec eux, etc., être un peu autonome, il faut vraiment avoir la base, ne serait-ce que déjà savoir lire l'alphabet, parce que c'est un autre alphabet, l'alphabet cyrillique. Ce genre de petites choses qui permettent d'être, de pouvoir se débrouiller au quotidien. D'accord. Et enfin, c'est une langue qui n'est pas complètement facile, j'imagine, à appréhender. Enfin, ça a rien à voir avec tout ce qu'on connaît. Il y a quoi? Il y a un petit peu. Enfin, t'as quand même des racines grecques ou je dis des conneries complètes? Non, c'est une langue slave, donc ça ressemble pas mal au polonais, au tchèque, au serbe, tout ça. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a pas mal de mots français qu'on retrouve dans la langue russe. Comme dans pas mal de pays, le français avant a été super populaire à la cour impériale. Les tsars parlaient français, etc. Donc tout ce il y a pas mal de vocabulaire un petit peu, on va dire, artistique ou culturel qui est français, ou des choses assez bêtes comme, je sais pas, garde-robe, cauchemar, ou alors abat-jour, je sais pas, des trucs comme ça. C'est marrant, d'accord. Cache-pot aussi, enfin des trucs qui sont improbables. 7, je sais pas, c'est des trucs comme ça qui sortent. C'est assez amusant. Mais sinon, non, c'est une grammaire assez dure avec des déclinaisons. Mais bon, là, le français aussi, c'est pas facile. Ouais, non, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Ok, donc du coup, tu fais cet échange de 6 mois, donc te voilà de retour en France. Tu te dis, j'ai adoré, je veux repartir. Tu repars en Ukraine, en VIE, c'est ça? En VIE, exactement, ouais. D'accord. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ce que tu as fait là-bas et puis comment est-ce que ça s'est passé? Tu as une anecdote notamment, je crois que sur les langues que tu m'avais partagée. Ouais, alors donc je suis parti en Ukraine travailler pour un grand groupe français en marketing, un groupe français qui vend des produits laitiers. Et donc je débarque là-bas. Je parlais un petit peu russe, mais bon, après 6 mois d'échanges et des cours un petit peu, on n'est pas bilingue. Et je m'attendais à, on m'avait dit que ce serait plutôt un boulot en anglais. Puis au final, les 3/4 de l'équipe ne parlent pas du tout anglais, pas du tout français, russe ou ukrainien. Et donc voilà, un peu choc culturel les premiers jours au boulot.
Comment tu fais dans ce cas-là pour te débrouiller? Tu parlais russe, toi, à ce moment-là, ou t'avais 6 mois dans les pattes, quoi? Ouais, j'avais 6 mois dans les pattes, mais entre parler russe, pouvoir commander une bière dans un bar ou demander son chemin dans la rue et analyser les statistiques des ventes des ventes de yaourt, voilà, c'est un peu plus compliqué quand même. Ouais, j'imagine. Et non, bah du coup j'ai pris des cours. Je me suis fait des copains en Ukraine avec qui on parlait. Voilà, vraiment s'immerger. C'est la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est vraiment de se retrouver que avec des locaux, essayer de pas être trop avec des Français. Bon, même si on a toujours ce réflexe-là, mais voilà. Et au travail, petit à petit, de comprendre. Il faut que tes coéquipiers soient patients aussi. Mais je pense que eux aussi, ils ont à apprendre. Ils ont pu apprendre. Enfin voilà, c'est enrichissant pour tout le monde. Alors question bête, mais quand on part, alors je sais pas, en VIE, tu dois avoir une petite vingtaine, pour travailler pour un grand groupe français à l'étranger. Comment tu fais pour rencontrer des locaux? Même si t'as pas envie de rencontrer des Français, j'imagine que t'en rencontres quand même pas mal. Comment je sais pas si t'as des astuces ou ton expérience, comment t'as fait pour lier en fait avec des locaux? Parce que les rencontrer, tu les rencontres, mais comment t'arrives à vraiment les intégrer finalement dans ton quotidien, à part le travail? Alors en fait, je dirais, enfin moi les bons copains que je me suis fait en Ukraine, je les ai rencontrés un peu par hasard. De manière générale, je vais souvent à des concerts. Enfin, j'aime beaucoup la musique, je vais souvent à des concerts rock. Et à une soirée, j'étais avec un autre ami français et on parlait français. Il y a des types qui nous ont abordés parce que bien évidemment, des Français à un concert de rock, c'est à Kiev, c'est pas tous les jours que les gens en croisent. Du coup, ils sont curieux. On a commencé à discuter, parler musique, on partageait des centres d'intérêt en commun, et puis voilà. Puis après on s'est retrouvés à jouer au foot, puis il m'a présenté ses copains, et puis petit à petit, voilà, il faut avoir une porte d'entrée, et la porte d'entrée, elle se fait via un centre d'intérêt commun, via un événement qu'on partage, voilà, ça peut être. Et donc voilà, grâce à ce concert et grâce à cette rencontre, voilà, j'ai pu passer pas mal de temps avec eux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Kiev justement? Est-ce que c'est une grande ville? Ça ressemble à quoi? Enfin, tu vois, genre, si on ferme les yeux, comme tu le sais, on peut pas trop voyager en ce moment. Fais-nous voyager et fais-nous découvrir un petit peu la ville. Alors Kiev, c'est une ville assez grande, très étendue, je dirais surtout, et qui est coupée en deux par le Dniepr, la rivière, qui est vraiment gigantesque. Je dirais que ça fait en largeur, ça fait, je sais pas, 10 fois, non, peut-être pas 10 fois, 6 fois la Seine, quoi. Et c'est une ville qui est très verte. Je crois que c'est De Gaulle qui disait, petite citation, c'est De Gaulle qui disait, j'ai vu beaucoup de parcs dans des villes, mais j'ai jamais vu une ville dans un parc, en parlant de Kiev. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pas du tout l'image qu'on en a enfin, en tout cas, c'est. Non, c'est assez vert, tout le long de la rivière, tout le long du fleuve, il y a plein de parcs, et il y a notamment une île au milieu du fleuve. Et l'été, il y a des plages, les gens se baignent. Bon, c'est pas très propre, mais les gens se baignent. Voilà. Et non, mais c'est une ville assez sympa, enfin qui est très vieille, hein, ça a plus de 1000 ans d'histoire. Donc il y a des très belles rues, des très beaux bâtiments. Il y a des monastères. Il y a tout un complexe de monastères sur une des collines qui est très sympa avec des catacombes et dedans il y a des sortes de momies, enfin des moines du Moyen Âge qui sont conservés. On peut les voir, c'est assez impressionnant. Voilà, et puis c'est une ville aussi qui bouge beaucoup culturellement. Il y a plein de concerts, comme je disais. Il y a plein de festivals. Et puis là, récemment, avec les événements politiques, on va dire, il y a aussi un nouvel élan culturel pour se réapproprier la culture ukrainienne, essayer de se différencier de la culture russe, se tourner un peu vers l'Europe, etc. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qui font que c'est une ville très, très attractive. Ouais, d'accord, et très dynamique, du coup, j'imagine. Toi, du coup, ayant passé 6 mois en Russie auparavant, il y a des choses justement qui t'ont saisi en termes de similitudes ou de différences entre les deux pays, entre les deux villes? En fait, déjà, Kiev change beaucoup petit à petit. J'y étais donc avant la révolution qui a eu lieu il y a 5 ans à peu près. Donc depuis, ça a pas mal changé, c'est beaucoup plus ukrainisé, si on peut dire. Mais sinon, il y a quand même pas mal au niveau de l'architecture, par exemple, on retrouve beaucoup à Kiev ce qu'on peut trouver à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à la fois des vieilles bâtisses du siècle dernier, du style impérial qui sont très jolis, mais aussi des bâtiments plutôt staliniens avec des grandes avenues qui percent la ville. Voilà. Bon, aujourd'hui, ils ont supprimé toutes les statues soviétiques, mais avant, il y avait bien Lénine au milieu, au centre-ville, ce genre de choses.
Donc il y a des éléments qu'on retrouve bien à Kiev, qu'on retrouve un peu dans tous les pays d'ex-URSS, mais il y a toujours quand même aussi cette fierté nationale parce qu'ils ont quand même une culture propre aussi, une richesse, et l'Ukraine ça reste quand même assez grand aussi géographiquement avec des grandes variétés entre si on est près de la frontière polonaise ou si on est près de la frontière russe aussi. Ouais. Voilà. D'accord. Cool. Ok, non, mais c'est super intéressant. Je te remercie. Donc, du coup, finalement, tu restes combien de temps dans cette boîte de yaourt? Je reste 1 an et demi à peu près, ouais, 1 an et demi. D'accord. Et en fait, mon contrat n'est pas renouvelé parce qu'il y a cette révolution. C'est un contexte hyper particulier, du coup, en tant que jeune actif. C'est ça, ouais. L'économie en prend un coup. Mhm. Et donc, voilà, pas de perspective. C'est difficile de voir de se projeter exactement, voilà. Et donc mon expérience en Ukraine se termine. Je rentre en France, un peu frustré, comme tu peux l'imaginer. Ouais. Et j'ai qu'une envie, c'est de repartir. C'était vraiment le coup de foudre en fait, hein, avec ces cultures de l'est du continent, je veux dire de l'est européen, non, mais. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît tant? Enfin, tu vois, je sais pas. C'est une question qui est pas facile, hein, je sais, parce que moi, je vis aux États-Unis, je sais pas si je pourrais te répondre en 2 minutes sur ce qui me plaît ici. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui te donne envie d'y retourner absolument? Est-ce que c'est le fait d'avoir vécu étranger, tout simplement, qui est quand même une vie très différente? Est-ce que ça a été un attrait particulier pour la culture? Enfin, d'où viennent ces coups de cœur, en fait? Est-ce que tu sais le dire ou pas particulièrement? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, quoi, parce qu'en plus, un truc marrant, c'est en Russie, quand tu croises des Russes, souvent ils te demandent pourquoi, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Dans le sens, il y a pas mal de Russes qui voudraient partir en Europe, tu vois. Genre, mais viens, on échange de place, quoi. Et non, mais ce que je trouve, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Donc déjà, ouais, c'est sympa de vivre à l'étranger. Après, la Russie, comme je disais un petit peu, c'est pour moi plein de mystères, plein de paradoxes. C'est vraiment le pays des extrêmes, le pays où il peut faire très froid, très chaud, où il y a des climats très différents, des paysages très différents, des gens très différents. Il y a vraiment pas de. Pour moi, c'est vraiment un pays où il y a plein de surprises, plein d'aventures. Ouais. Positives et négatives, plein d'inattendus, quoi. Et c'est ça que j'aime, d'être un peu, de pas tomber dans la routine et d'être surpris, même après 7 ans, d'être en permanence surpris par des comportements ou par des choses. Voilà. En Russie, je dis souvent qu'il y a les gens les plus débiles de la Terre, mais il y a aussi les gens les plus intelligents de la Terre, quoi. Et donc, et on sait jamais sur lesquels on va tomber. Il y a les gens les plus froids, mais il y a aussi les gens les plus chaleureux possibles. Donc ce fait de contraste, franchement, je trouve ça intéressant. Tu es hyper riche, ouais. Et donc justement, tu me fais une transition rêvée, tu me parles des extrêmes de climat. Une fois au retour en France, tu cherches à repartir en Russie, en tout cas à l'est, et te voilà direction une agence de voyage à Irkoutsk. En Sibérie. C'est ça ? Exactement. Et alors moi, je me dis Sibérie, il fait -50. Est-ce que je dis des bêtises ? Et il peut faire -50, non, je pense pas. Il peut faire, on va dire, -30 en hiver, mais il peut faire 30 degrés en été sans problème, quoi. Donc, alors, est-ce que tu peux d'ailleurs situer pour ceux qui voient pas où c'est? On est où là, la Sibérie sur le continent? Alors la Sibérie, ça va de, en gros, ça commence à l'Oural. Donc, je sais pas si ça se visualise. En gros, on prend l'avion pendant 2 heures depuis Moscou à l'est, et ça commence là. Donc il y a des petites montagnes, et après ça va jusqu'à l'océan Pacifique, quoi. Donc c'est vraiment la partie qui est c'est le plus gros morceau de la Russie. Ouais, c'est bon, après c'est subdivisé encore en partie, mais et donc Irkoutsk, en fait, c'est une ville qui se trouve au milieu de tout ça et un petit peu au-dessus de la Mongolie, en fait, qui se trouve à côté du lac Baïkal, qui est un des plus grands lacs au monde, qui fait 600 mètres de long et qui est 600 km. 600 km, ouais, pardon, 600 km de long. 100 km de long et voilà, qui est vraiment magnifique. Et c'est un lac, donc moi je suis allé là-bas, c'est un lac où au mois de février on peut rouler en 4x4 dessus sans aucun problème, et 3 mois après on peut se retrouver à faire du kayak dessus, voilà. Donc c'est un lac qui durant l'année qui se métamorphose et qui offre plein de choses différentes, avec des montagnes qui tombent dessus, avec de l'eau qui est très 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 claire, très très pure, avec plein d'espèces endémiques aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire qui sont intéressantes. Et puis de l'autre côté du lac, il y a un côté russe, on va dire, et de l'autre côté c'est la Bouriatie, c'est une région russe qui est majoritairement bouddhiste, où les gens, donc on n'est pas trop loin de la Mongolie, où les gens sont
typé entre guillemets mongol. Et donc voilà, c'est aussi intéressant là-bas d'aller visiter des temples bouddhistes, de manger des plats un peu exotiques, etc. Et c'est très riche. Hyper riche, hein. Ouais, c'est hyper riche. Et quand on est là-bas, les gens, ils sont donc c'est 6 heures d'avion de Moscou. Quand tu leur demandes s'ils sont déjà allés en Europe, ils te disent ouais, je suis déjà allé à Moscou. Tu vois. Ouais. pour eux, c'est aussi simple d'aller en Thaïlande en avion que d'aller à Moscou, quoi. Ah, c'est incroyable. D'accord. Et alors, donc, du coup, là, justement, tu pars dans une agence de voyage en Sibérie, c'est ça? Ouais, exactement. Et donc, c'est une agence qui promeut des voyages un petit peu aventure, du style une semaine en chien de traîneau ou alors une semaine en kayak sur le lac Baïkal. Des trucs comme ça. Oui, donc tu connais bien. Ouais. Et donc voilà, l'idée c'est de mettre en avant un petit peu les richesses de la région. Donc voilà, c'est assez cool. Accompagner aussi les touristes. Plutôt sympa comme le job rêvé pour découvrir la région, du coup. Exactement, ouais. Ah, trop bien. Tu l'as fait du coup en hiver, en été ou les deux? J'ai fait de février à l'été, 6 mois, donc un peu des deux. Donc tu as pu découvrir un peu des deux. Génial. Ok. Du coup, donc tu fais cette expérience-là et puis toujours un peu fou de cette vie en Russie, tu ne rentres pas en France et puis là tu direction Moscou avec un stage en Ouzbékistan. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu? Alors Ouzbékistan, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sauront pas le mettre sur une carte. Moi j'ai regardé avant qu'on s'appelle donc je sais, mais mais je savais pas forcément non plus. Est-ce que tu peux nous le situer si on regarde la silhouette, la forme de la Russie? Alors, donc l'Ouzbékistan, c'est à côté du Kyrgyzstan et du Tadjikistan. Ouais, mais ça va pas aider beaucoup. Bien tenté. Non, on va dire, c'est au-dessus de l'Iran. C'est entre l'Iran et la Russie, quoi. Je sais pas si ça peut aider. Pas trop de la mer Caspienne. C'est un peu dans cette zone là qui est que les gens savent pas trop situer, quoi. Il y a la Chine d'un côté, il y a l'Iran de l'autre, il y a la Russie au-dessus, et puis on va dire la Turquie un peu plus loin. Voilà, c'est un peu le triangle des pays en ce temps. Après cette expérience au Baïkal, je retourne à Moscou et en fait, je fais un rapide master et en parallèle du travail. Et pour ce master, je dois faire un stage. Et toujours dans cette idée de découvrir de nouveaux horizons, je fais un stage en Ouzbékistan à la délégation de l'Union européenne. 3 mois là-bas, c'est assez court, mais c'est assez riche. Là, pour le coup, il fait très très chaud en été. Il fait 38 degrés, donc on meurt de chaud. Les Ouzbeks, cette partie de la région, c'est partie de l'Union soviétique, donc parler russe, c'est un avantage énorme là-bas. Tout le monde parle russe. À ce stade-là de ton aventure, toi, tu sais parler russe couramment à ce moment-là? Là, à ce moment-là, ouais, je me débrouille déjà beaucoup mieux. Et donc c'est plus facile pour faire des rencontres, pour visiter, pour sortir un peu hors des sentiers battus. Et expérience super enrichissante. Du coup, là, à ce stade-là, ça fait combien de temps là que t'es parti pour la première fois? Ça fait 4-5 ans? Ça fait 3 ans, ouais, à peu près. Donc du coup, t'as quand même eu l'opportunité vraiment de plonger quand même dans la culture. Est-ce que tu peux me raconter justement un petit peu la différence, comme tu dis, t'as fait tes études et t'as travaillé dans des deux côtés, quoi. Est-ce que tu peux mettre un peu en contraste les différentes manières de bosser, de collaborer, je sais pas si les systèmes d'éducation sont un peu différents, qu'on ait une idée un peu. Alors ouais, donc, déjà aujourd'hui je travaille depuis 4 ans dans une entreprise et ce qui est les différents trucs que je peux comparer avec la France par exemple, c'est en Russie la hiérarchie est très importante. Les gens, il y a vraiment une organisation verticale dans les entreprises. Ce qui laisse parfois un peu moins de place aux initiatives personnelles, mais les gens respectent vraiment les ordres qui sont faits. En fait, c'est amusant. Je compare un peu. Parfois, je prends des stagiaires français ou des stagiaires russes, et la manière dont travailler avec un stagiaire français n'est pas du tout la même avec un russe. Un français, il va vouloir, il aura plein d'idées, etc. Mais par contre, il sera pas toujours super chaud, super motivé pour faire les tâches un peu ennuyeuse, tandis que le russe, il sera peut-être moins créatif, mais il réagira super, il sera super actif, il fera tout bien comme il faut. Ah oui, d'accord. Okay.
Le sport national français. D'accord, ok. Et au niveau du système d'éducation, est-ce que t'as noté justement des différences ou des similitudes particulières? Bah, c'est difficile à dire parce qu'il y a vraiment plein d'universités différentes, de niveaux différents. Dans la salle dans laquelle j'étais, il y avait un super accompagnement au niveau des langues. Je sais que les étudiants qui étudiaient là-bas, c'est une sorte de Sciences Po russe, là où j'étais. Et non, il y avait vraiment un super accompagnement de langue. Donc pendant à peu près un an, on avait des cours 3 fois par semaine et on était 3 par cours, quoi. Donc c'est vraiment super ça. D'accord, ok, cool. Alors, je reviens un tout petit peu du coup là où on était, en Ouzbékistan. Est-ce que tu pourrais me décrire cette région, je sais pas, me parler de la ville, tu vois, à nouveau comme tu me l'as fait un peu avec Kiev ou la région du lac Baïkal, enfin la région qui est gigantesque autour du lac Baïkal. Voilà. Est-ce que tu peux nous y amener en fait et nous immerger un peu dans ce qu'on voit et dans ce qu'on ressent dans ce coin-là? Alors, tout à fait. Alors, en Ouzbékistan, c'est pas un pays super grand, mais c'est encore une fois un pays assez varié. La capitale Tashkent, en fait, elle est pas extrêmement intéressante. C'est quoi? C'est 3 millions d'habitants, je dirais. Pas super intéressante. Elle est assez soviétique. Elle a été reconstruite dans les années 60 parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Mais en Ouzbékistan, il y a beaucoup de villes qui datent du Moyen Âge, en fait, qui sont sur le tracé de la route de la soie, donc qui reliait la Chine à l'Europe. Et donc il y a vraiment des villes qui ont presque pas bougé depuis le XIIIe siècle, avec des mosquées, des caravansérails, et des bâtiments comme ça qui n'ont pas du tout bougé. Et voilà, on a l'impression un peu de se retrouver, de voyager dans le temps quand on est là-bas. Et ouais, c'est vraiment impressionnant. Et un peu plus loin aussi, il y a vraiment des villes qui sont ça au milieu du désert un petit peu. Et t'arrives, tu vois des mosquées avec des mosaïques bleues qui sont magnifiques, des minarets qui se dressent un peu comme ça au milieu du désert. Et non, c'est vraiment magnifique. Un peu plus loin aussi en Ouzbékistan, il y a la mer d'Aral, qui est cette mer, peut-être que tu en as entendu parler, c'est cette mer qui a été asséchée à l'époque soviétique. Il y a eu beaucoup d'irrigation. C'était une grande mer et maintenant aujourd'hui elle fait 10% de la taille d'origine. Et donc c'est aussi impressionnant. C'est très très aride là-bas. C'est vraiment le désert. Donc aussi c'est assez intéressant. Mais voilà, l'Ouzbékistan, c'est un pays qui a beaucoup à offrir d'un point de vue des paysages, mais aussi vraiment de l'histoire, de la richesse culturelle, avec un patrimoine qui a été conservé et qui est encore visible aujourd'hui. Il y a de plus en plus de touristes, en tout cas, qui vont, même si ça reste marginal par rapport aux touristes qui vont en France, mais non, il y a de plus de monde qui vont. D'accord, excellent. Et en fait, j'ai l'impression que la Russie, c'est vraiment un pays de contraste, notamment, enfin, tu dis culturel, mais enfin, c'est tellement grand en fait d'une région à l'autre. Il y a c'est con ce que je vais dire, excuse-moi, mais il y a une culture russe, ou est-ce que tu te considères, enfin, qu'il y a vraiment une culture régionale selon les coins où t'es? Alors il y a vraiment différentes couches, quoi. Je dirais qu'il y a une culture russe. Déjà, on va dire que ethniquement parlant, les Russes, c'est 70% de la population. Donc le slave type, le Vladimir type qu'on a en tête tous. Après il y a des gens qui sont plutôt typés bouddhistes. Bon, même si je schématise un petit peu, hein. Il y a des gens qui sont, on va dire, des peuples du Nord, donc qu'on peut retrouver un peu aussi au nord du Canada, qui sont des éleveurs de rennes, etc. Et dans le Caucase, on a énormément de personnes qui sont musulmanes et qui ont leur culture propre. Je parle des Tchétchènes, des Ingouches, des Dagestanais, etc. Enfin, c'est une myriade de populations qui ont à chaque fois leur langue, leurs coutumes, etc. Et en fonction de ces peuples-là, ils sont plus ou moins assimilés à la culture russe, à la culture soviétique, je dirais même, avec des valeurs en commun. Mais si on va dans le Caucase, voilà, si on va en Tchétchénie par exemple, la culture qui domine, c'est vraiment la culture tchétchène. En Tchétchénie, on ne peut pas vendre d'alcool. 95% des femmes sont voilées. Une blonde dans la rue qui marche sans voile, les gens vont la regarder. Tandis qu'à Moscou, c'est à tous les coins de rue comme ça. C'est vraiment des grandes différences. Il y a voilà, et donc c'est les cultures, la manière dont les gens se comportent est vraiment pas la même. Les relations hommes-femmes, par exemple, ne sont pas du tout la même à Moscou que dans les montagnes reculées du Caucase, qui sont beaucoup plus traditionnalistes. Si tu regardes l'histoire de la Russie,
le territoire russe est fait par conquête petit à petit. Tout à l'heure, je parlais du Caucase. C'est la dernière partie qui a été rajoutée à l'Empire russe. Ça date de milieu 1800, donc c'est pas il y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est pour ça que ces peuples n'ont pas encore été totalement assimilés. Le système administratif russe fait qu'il y a pas mal d'autonomie qui est laissée à certaines régions. Sur plein de sujets sociétaux. Voilà, il y a pas mal, il y a pas mal de républiques qui composent la Fédération de Russie. Et donc, qu'est-ce qui unit un peu ces gens-là? Mais il y a quand même un système de comment dire, scolaire. En fait, je dirais, bon, déjà, t'as quand même la majorité de la population qui parle russe au quotidien, donc la langue russe, et qui a et cette langue russe, elle repose aussi sur une culture qui est les grands auteurs russes, Dostoïevski, Tolstoï, Pouchkine. Certains aspects culturels comme la musique russe, on peut penser à Tchaïkovski, Prokofiev, etc. On peut donc tous les Russes connaissent ça où qu'ils soient en Russie. Aussi la peinture, à la fois les trucs classiques, mais aussi des trucs un peu plus avant-gardistes, suprématistes comme Malevich, etc. Donc non, il y a des piliers culturels. Ouais. Et en fait, ce qui rassemble aujourd'hui, d'un point de vue, c'est un peu politique, mais ce qui rassemble un peu tous les Russes, et il y a une très forte utilisation de ce souvenir-là, c'est la victoire contre les nazis à la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Aujourd'hui, tous les Russes, qu'est-ce qui les unit? C'est qu'ils ont battu ensemble, ils sont combattus ensemble pour garder la Russie, et ils ont vaincu ensemble, voilà, pour garder la Russie libre. Et ça, c'est un truc dans toutes les villes de Russie. Par exemple, pour le 9 mai, en Russie, on fête le 9 mai la victoire sur l'Allemagne nazie. Il y a des défilés dans toutes les capitales de région. Donc, t'imagines, il y a 80 défilés avec des chars, etc. D'accord. Des trucs énormes. T'as plein d'affiches et c'est vraiment la fête. C'est pas la fête nationale, mais c'est la fête la plus importante en Russie. C'est la fête. C'est impressionnant. D'accord, ok. Parce que t'as quand même 30 millions de personnes qui sont morts en URSS. Donc c'est pas mal. Ouais, non, c'est immense. D'accord. Un truc que tu quand on échangeait pour préparer cet épisode, tu me parlais des clichés sur la Russie et de la parfois mauvaise image qu'on a de la Russie, alors venant d'Europe ou venant d'ailleurs. Comment, enfin, je sais pas si tu l'expliques, mais est-ce que tu voudrais tordre le cou justement à quelques clichés et remettre un peu les choses à leur place? Oui, alors bon, j'en en parlais tout à l'heure, le froid. Ouais. Bon, il fait pas toujours froid. Tu t'imaginais qu'en Sibérie il faisait moins 50 tout le temps, mais je suis un peu extrême, je sais. Mais pas du tout. Je me souviens que j'avais eu une discussion avec une Américaine une fois, et c'est pas très gentil pour les Américains. Une Américaine, et on parlait de fromage, tu vois, un truc qui nous tient à cœur en France. Et je disais que les Russes aussi font du fromage. Et elle m'avait dit, mais comment vous faites pour nourrir les vaches en Russie? Vous avez pas d'herbe. Vous avez de la neige tout le temps. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un peu cliché quand même. Et là, je lui avais dit, si, on a de l'herbe, on a des fleurs. Enfin, tu sais, c'est pas de la glace, quoi. Ouais. On a une fait sur la banquise, quoi. Et ouais. Mais c'est le genre de truc qui arrive souvent. Et je pense que quand on voit la Russie dans des films, on imagine toujours un peu les mafieux, les prostituées, les trucs comme ça. Mm-hmm. C'est pas toujours le cas. Non, les Russes sont très cultivés aussi. Ils aiment beaucoup la culture française et ils ont une image très positive de la France. Et donc on leur rend pas trop l'appareil avec des clichés. Et peut-être que toi tu pourrais me dire quels sont les clichés que tu as sur la Russie par exemple. Je pourrais te dire si c'est vrai ou faux. Non, mais tu les as pas mal abordés. Alors ouais, les températures extrêmes. On n'en dépeint pas, je trouve, dans l'entertainment, tu vois. Mais bon, après, moi, je suis aux États-Unis, mais tu vois, dans les films, etc. On en dépeint, je trouve, tu vois, l'architecture, etc. Ça a l'air magnifique, d'avoir beaucoup d'histoire, mais on n'en dépeint pas un peuple hyper cultivé. Enfin, tu vois, en fait, je trouve qu'on les dépeint pas à leur avantage. Bon, après, il y a tout un contexte géopolitique aussi qui explique peut-être aussi que la culture média, en tout cas que j'ai moi, est plus américaine. Mais voilà, je suis ravie de tordre le cou à tout ça, quoi. En fait, les Russes sont pas du tout forts. Je trouve qu'ils sont pas très forts dans le soft power, ouais. Quoi. Il y a pas mal de gens quand ils pensent à la Russie, ils pensent à des images de types bourrés qu'ils ont vues sur YouTube. Mais après, tu peux te dire, voilà, le lac des Cygnes, tout le monde connaît le lac des Cygnes. C'est Tchaïkovski, tout le monde connaît Guerre et paix. Bon, hop. Enfin, tu vois. Voilà, non, mais il y a plein de trucs. C'est la manière dont t'abordes la Russie, aussi d'un point de vue scientifique.
Mendeleïev ou alors Gagarine. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Oui, je pense au centre de préparation pour aller dans l'espace aussi. Voilà quoi. Il y a pas mal d'aspects culturels, mais aussi technologiques. Voilà. Mais après, je pense que il y a aussi un jeu un peu politique. Tu sais, c'est un héritage de la guerre froide, l'espion russe. Enfin, C'est voilà. ça. Ils sont pas une très bonne image aussi des Américains qu'ils imaginent Bah ouais. allant manger des burgers tous les jours. Ouais, oui, c'est ça. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de clichés dans les deux sens, quoi, qui sont certainement un héritage, comme tu dis, de tout ça. En tout cas, la Russie, ce que tu décris, ça a l'air donc d'être un grand pays. Moi, a priori, ça on le savait, mais il a l'air d'avoir une grande richesse, un grand contraste entre tous ces territoires. Il y a d'avoir énormément de choses à faire d'un point de vue culturel, d'un point de vue. Enfin, moi, j'ai envie d'aller faire du kayak sur le lac Baïkal, perso, et peut-être du ket-ket aussi, je sais pas. Je sais que tu prends aussi énormément de photos justement sur ton compte Instagram. Tu veux nous raconter un peu ce que tu fais? Enfin, tu documentes vraiment Enfin, moi j'ai l'impression en tout cas, tu documentes beaucoup la vie, justement loin des clichés. En fait, à quoi ça ressemble la Russie, peut-être ta Russie? Ouais, c'est ça. C'est l'idée un petit peu de prendre des photos qui sortent un petit peu, qui soient pas que la place rouge ou alors des dômes d'églises orthodoxes. Montrer un peu la vie quotidienne. J'aime bien voilà, prendre des photos de scènes un peu banales, de babouchka qui va faire ses courses ou alors de gens dans la rue. C'est vraiment un peu de la street photographie. Montrer les choses au quotidien sous un nouvel angle et ouais, je trouve ça intéressant de montrer voilà à Moscou ou dans le Caucase ou dans l'Oural ou au Baïkal, les gens, il y a des choses qu'on retrouve justement en commun, mais il y a des choses aussi qui sont un peu différentes. Donc non, ouais, j'aime bien faire ça. Ça marche. En parallèle de tout ça, puisque tu es quelqu'un qui n'aime pas trop s'ennuyer, tu as aussi créé un label de musique? Ouais, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, je vais souvent à des concerts de musique depuis toujours. Ouais. J'allais déjà en France à des concerts de musique et à Moscou. Donc logiquement, je pense quand on arrive dans un nouvel endroit, on s'intéresse à la culture locale. Donc moi, j'ai commencé à écouter de plus en plus d'artistes russes. Et il y a moins aussi d'artistes internationaux qui viennent se produire ici. Donc voilà, j'ai rencontré de plus en plus, je suis allé à de plus en plus de concerts ici. Et en fait, en discutant avec mes amis en France, même je pense que ce sera pareil pour toi, on connaît pas beaucoup d'artistes russes, on connaît juste les Chœurs de l'Armée Rouge et la Balalaïka, quoi. Je parle en tout cas de musique contemporaine. Et donc voilà, l'idée ça a été d'essayer de mettre un peu en avant, de faire davantage la promotion de ces groupes de rock russes qui parfois chantent en anglais, parfois chantent en russe, mais qui moi je trouve en tout cas sont intéressants pour les personnes qui aiment un peu sortir des sentiers battus et qui offrent un peu une musique sympa quoi. Et je me suis dit c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à s'exporter en dehors de Russie. On écoute bien de la musique espagnole, italienne, allemande, pourquoi pas russe. De mon point de vue, je sais pas si je suis objectif, mais je trouve que le russe n'est pas une langue si moche phonétiquement. Et donc voilà, l'idée a été de mettre en avant cette scène locale avec la création d'un label et la promotion d'artistes en faisant des compilations, mais aussi en sortant des albums. Génial, trop bien. Tu fais ça tout seul? Aujourd'hui, non, on fait ça à 3. Ok, d'accord. Et c'est quoi du coup les styles de musique que tu mets en avant? Est-ce qu'il y a un style en particulier qui te plaît ou? C'est plutôt rock, un peu pop, un peu punk. Voilà, l'idée c'est de montrer un peu un patchwork de ce qu'écoutent les jeunes en Russie. Voilà, ce sera pas de la musique commerciale. Hein. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on prend des groupes qui viennent à la fois de Sibérie, mais aussi d'Ukraine, de Biélorussie. Tu montres la diversité du territoire. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Et même si on comprend pas les paroles, on peut un peu se mettre dans leur vie quotidienne un peu. Et moi, ça m'impressionne toujours de voir aussi ces types qui parfois sont basés en Sibérie et pour venir jouer à Moscou, c'est déjà 3 jours de train pour eux, t'imagines, et qui vont quand même faire des tournées, tu vois, qui se font des nuits dans le train pour faire une date, puis après le lendemain ils se repassent une nuit de train, tu vois. Enfin, je trouve la passion, ils sont passionnés. C'est inspirant tout ça. Du coup, le label s'appelle Belka Records. Exactement, ouais. Belka, c'est un écureuil en russe. D'accord. Pourquoi l'écureuil alors? Parce que c'est, tu vois, quand tu penses à la Russie, tu penses à un ours. On a voulu prendre un peu le contre-pied. J'aime bien l'humour. Super.
Si t'étais pas parti en Russie en 2011, je crois, à quoi ressemblerait ton quotidien aujourd'hui, tu penses? Si j'étais pas parti, je pense que je serais peut-être marié avec des enfants et j'habiterais en banlieue parisienne. Non, je sais pas. Je pense que le fait d'habiter à l'étranger, peut-être que je vais dire une bêtise, hein, mais en tout cas pour moi, ça a un petit peu retardé les choses entre guillemets sérieuses qui sont avoir des enfants, se marier, acheter un appartement, avoir une situation, on va dire, stable. Ça laisse un peu plus de liberté, on vit peut-être un peu plus au quotidien. Et tu serais heureux? Je serais forcément heureux, oui. Je serais forcément heureux. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais peut-être aimé qu'on te donne il y a 10 ans quand tu es parti, qui t'aurait peut-être aidé et que tu pourrais partager avec quelqu'un qui se prépare peut-être à partir en Russie ou qui vient d'arriver et qui atterrit tout juste, quoi? Vraiment le conseil c'est la langue en Russie. C'est bien pour en tant que touriste, pour vraiment pas aller juste en surface et aussi professionnellement si on veut vraiment trouver un travail et pouvoir s'épanouir. Parler russe. Ça marche, c'est noté. Pour terminer, comme à la fin de chaque épisode, je te pose une question. Est-ce que tu pourrais nous proposer 3 lieux, expériences, un truc à goûter ou un truc à ramener de Russie, ou peut-être d'une région, parce que c'est difficile peut-être de résumer la Russie en trois choses, d'une région particulière, que tu pourrais recommander à nos auditeurs. Et en fait, nous, après, ce qu'on fait, c'est que on remet tout ça. On a un compte Mapster de tous les invités de French Expat, sur lequel, du coup, on retrouve des suggestions de locaux autour du monde. Pour le jour où on pourra reprendre l'avion et revoyager, quoi. Première expérience, peut-être aller voir les aurores boréales dans le nord de la Russie. Il y a une saison particulière pour les voir? Il y a une saison particulière, ouais. C'est plutôt en hiver, janvier et mars. En fait, à ce moment-là, dans le nord, vers Mourmansk, au-delà du cercle arctique, il fait jour 3 heures, quoi. Pendant 3 heures, donc il y a plus de chances d'aller voir. Et puis l'activité est plus intense à ce moment-là. Je dirais aussi tester la nourriture russe, peut-être un bon borsch. Un bon borsch. Borsch, c'est la soupe traditionnelle russe à base de betterave. Les Ukrainiens diront que c'est ukrainien. Je veux pas aller dans le débat, mais c'est bon. Ouais, c'est super bon. Ouais, c'est super bon. Voilà. Et un troisième truc, prendre le transsibérien. Ouais, c'est le meilleur moyen de traverser toute la Russie et c'est d'est en ouest, c'est ça, ouais. C'est de Moscou jusqu'à Vladivostok. On peut aller jusqu'en Chine si on veut. Et on voit défiler différents paysages. Il passe par le lac Baïkal, des forêts de bouleaux perte de vue, et on peut faire plein de stops. C'est le meilleur moyen de découvrir la Russie et aussi de faire des rencontres dans le train, et de boire des coups avec ses voisins de compartiment. Voilà, Tu l'as fait? Je l'ai fait, de lire des bouquins en russe, de tester un peu tout, quoi. C'est un peu un voyage. Trop bien. Et ça prend combien de temps de faire ce voyage? Sans compter les arrêts, bien sûr. Je crois que t'en as de Moscou à Vladivostok, t'en as pour 5 jours, un truc comme ça. Si tu fais pas de stop. Ah ouais, c'est incroyable. 5 jours, je sais plus. Pour aller au Baïkal, c'est 3 jours. Incroyable. Ouais. Incroyable. Trop bien. Écoute, génial. Écoute, ça fait rêver tout ça. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi pour me raconter toute ton expérience. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter là pour la suite? Je sais pas, du beau temps. Non, ouais. Plein de nouveaux projets, de nouveaux voyages, de nouvelles découvertes, ouais. Et la réouverture des frontières. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Si on veut donc du coup aller faire un petit tour et découvrir tes photos et découvrir donc la Russie telle que toi tu la connais, on peut aller faire un tour sur Instagram. Ton compte c'est Greg_Che. Je te souhaite une très très bonne continuation et je te dis à très bientôt, Grégoire. Salut Anne-Fleur, ciao ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode conclut officiellement la saison 6 du podcast. J'adresse à nouveau un grand merci à Grégoire pour ce chouette moment qu'on avait passé ensemble. Je crois qu'il n'est plus en Russie depuis. Et puis un grand merci à Alex qui nous avait mis en contact. Merci à vous en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout, que ce soit aujourd'hui ou tout au long de la saison. Votre fidélité compte énormément. Alors vraiment un grand merci parce que c'est grâce à vous que je vis cette passion du podcast depuis déjà 6 ans. C'est complètement dingue de se dire que ça fait 6 ans que ça dure. La semaine prochaine, je vous propose un épisode bilan de saison pour vous parler aussi de ce qui arrivera dans la saison 7 et puis vous verrez qu'il y a quelques surprises que je vous prépare.
Et puis ensuite, on va pouvoir commencer cette nouvelle saison avec plein d'histoires passionnantes que j'ai trop hâte de vous faire découvrir. En tout cas, merci encore. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon week-end, une belle fin de semaine. Et puis donc, je vous dis à mardi pour le lancement de la saison 7. À bientôt.